On a un petit banger là qui va sortir vendredi. Donc c'est The Electric State. Prochain film. On va le voir ça, hein. Ah ouais, bah, moi en vrai j'ai envie de le regarder. Hein. Je vais le regarder, je pense. Hein. Tu iras le voir. Bah il est sur Netflix hein, de toute façon, donc je m'en branle. C'est du temps de vie que je ne perdrai pas. Voilà. C'est quoi le film que vous a conseillé? C'est Le Rayon Vert de Eric Romer. Alors, donc du coup, The Electric State, c'est donc le dernier film des frères Russo. Donc les frères Russo, c'est les réalisateurs notamment de Avengers 3. C'est les réalisateurs de Avengers 3 et 4. Donc du coup, The Greyman aussi, sur et de The Greyman et de Cherry. Qui a entendu parler de Greyman et de Cherry ou qui s'en souvient aujourd'hui? Mais Cherry, c'est quoi ça? Ah mais qui s'en souvient, tu vois. Cherry, c'est un film qu'ils avaient fait pour Apple TV, je crois, à l'époque. Et du coup, bon, bah, les frères Russo, c'est des fraudes immenses, parce que qui se branle de ces gens, clairement. J-2h, je crois que c'est à 9h les sorties Netflix, hein, donc attention. Mais du coup, comment dire, en fait, à part les films Avengers, qui évidemment ont un impact de fou, bah, les films des frères Russo, tout le monde s'en branle, quoi. C'est-à-dire que les frères Russo, à la base, rappellent que quand ils ont été engagés, donc à l'époque c'était sur Captain America 2, bah en fait on savait juste que c'était des réalisateurs d'épisodes de Community, donc la série à succès, qui avait fait des plutôt bons épisodes, et c'est tout quoi. Mais ça de toute manière ça rejoint en fait une trajectoire de Marvel qui est de donner des budgets absolument faramineux à des réals qui quoi. À des techniciens, ouais, totalement, à des techniciens qui savaient super bien gérer un plus petit budget, et du coup ils se disent bon, c'est super, on va leur donner un immense budget, on n'aura pas de problème en fait, parce qu'ils savent gérer des plus petits budgets. Sauf qu'en fait, bah il y a plein de problèmes. Parce qu'en fait tu ne peux pas propulser quelqu'un comme ça d'un coup. Et du coup, là leur dernier cru, il se trouve qu'il y a un budget de 320 millions de dollars, donc c'est un des films les plus chers au monde, principalement j'imagine dans les cachets de Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Au monde. Bah ouais, au monde, hein. 320 millions, c'est quand même énorme. Et pour l'instant, d'après Rotten Tomatoes, c'est un flop immense. Et alors moi, j'avais vu ce tweet qui m'a fait beaucoup rire. C'est que 320 millions, pour vous remettre un peu en perspective, parce qu'aujourd'hui les budgets d'Hollywood c'est faramineux, c'est toujours des 200 millions, des 150 millions, même des petits budgets entre guillemets c'est 100 millions. C'est à peu près le budget de production des 15 derniers Oscars du meilleur film. Sachant que Oppenheimer prend à peu près un tiers, parce que c'est à peu près 100 millions, je crois, Oppenheimer. Donc ça veut dire que vous pouvez... En fait, ça fait penser à un discours qu'il y avait eu aux Oscars, je crois, l'année dernière. C'était pour l'Oscar du meilleur scénario adapté, qui était remis à American Fiction, qui n'était pas un film terrible, hein, bien sûr, mais voilà. C'est que... En fait, avec 300 millions, tu pourrais financer tout simplement 10 films à 30 millions. Ce qui déjà est un budget énorme, 30 millions. Hein. Les gens, oui, en France, 30 millions, c'est un blockbuster. Le Comte de Monte Cristo, c'est 40 millions, hein, pour info. Donc vraiment, tu pourrais financer des dizaines et des dizaines de films qui sont considérés comme des blockbusters dans plein de pays, avec juste le budget d'un film que tu vas faire comme ça, quoi. Mais de toute façon, Hollywood, il y a un vrai problème. Voilà, c'est ça, Good Gift, là. C'est qu'il y a un vrai problème de gestion de projet et d'argent où les acteurs, mais aussi comment ça se fait que des films à 320 millions, les Marvel, je sais pas combien ils coûtent, les derniers qui sont sortis, mais comment ça se fait que Ant-Man 3 il coûtait combien à peu près, genre Ant-Man 3, je crois qu'il coûtait dans les 200 millions, hein, un truc du genre. Voilà, comment ça se fait qu'il soit aussi moche? C'est même pas une question de « Ah, c'est pas grave, il y a le droit de se rater ». Non, ça ne devrait pas être moche, en fait. Ça ne devrait pas être moche. Pas avec les moyens d'Hollywood. Et pourtant, tu as plein de trucs comme ça, ou des projets dont personne, qui n'intéressent personne, qui sont ratés artistiquement et techniquement. Et il y a un vrai problème de gestion de projet. Et surtout, pourquoi toujours plus cher? Surtout que tu as plein de films, tu vois, parce qu'il n'y a même pas besoin que ce soit des Oscars, juste d'autres films qui puissent exister pour le même cachet, sachant qu'il n'y a pas de côté cercle vertueux, CNC, tout ça à Hollywood. C'est vraiment tout dans la poche des producteurs, quoi. Enfin, peut-être que je caricature, mais il n'y a pas ce truc où un film peut faire ruisseler entre guillemets vers d'autres productions. Rappelle que Brutalist, et c'est un exploit, coûte 10 millions. Oui, c'est que dalle. Brutalist, moi je suis pas fan du tout de Brutalist. Paf, t'as été déçu toi aussi. Ça n'a rien à voir en termes de qualité technique
avec ce que produit les Hollywood à plus de 100 millions, quoi. 200 millions avec en plus des équipes mal payées, c'est ça, c'est-à-dire que c'est des films oui. en plus qui utilisent énormément de VFX, et souvent les équipes de VFX, et d'ailleurs c'est en crise actuellement, hein, bien sûr, c'est des équipes qui sont super mal payées. Donc en fait, faut vraiment remettre en question tout ça, parce que nous on n'a pas vu le film. Si ça se trouve, ça vaut les 320 millions. Voilà, Mais j'en doute un petit peu, parce qu'il y a un peu ce côté où en plus, généralement aujourd'hui, les budgets vont dans les acteurs. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs avec l'analyse autour du budget de Red One. Qui se souvient de Red One, avec The Rock, Chris Evans, Lucy Liu et J.K. Simmons. C'était un des blockbusters Netflix les plus chers à son époque. C'est Prime Video. Alors non, tu confonds avec Red Notice. Ah bah oui. Qui avec aussi The Rock. Parce qu'il est habitué au Red, je sais pas. Mais du coup, Comme quoi tous les films sont interchangeables. Bah oui, hein, bien sûr. En plus, son jeu est interchangeable à chaque fois et tout. Enfin voilà. Et du coup, tu te dis, mais en fait, comment dire, voir ces budgets-là où c'est des 250 millions, je crois, pour Red One, par exemple, en fait, tu pourrais financer quasiment tous les films A24 qui étaient sortis l'année dernière. Donc au bout d'un moment, ce qui pourtant a généré plus de profit en plus, hein, c'est ce qu'on avait vu dans l'analyse, je sais pas si tu t'en souviens, autour de Red One avec comparatif par rapport à A24, mais clairement c'est fou quoi. Avec 1 milliard, c'est combien de films Avatar? C'est 5 films Avatar. Un peu moins peut-être. Oui, sauf que James Cameron, le prix est justifié aussi, tu vois, à quel point ça coûte cher. Pour le coup, c'est justifié, enfin ça se voit en tout cas, ça se voit, il développe des technologies pour son film, et pour globalement ses autres films aussi, c'était le cas. Là, Red Notice, ce qui est la preuve, de toute façon, qu'on a avec l'histoire du cinéma, c'est que la thune n'est pas égale qualité. Oui. C'est la gestion de projet qui compte. Donc bon. Et c'est vrai que Amatao note quelque chose d'intéressant, c'est que Don't Look Up, par exemple, qui avait beaucoup fait parler de lui, a un très gros casting. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Jonah Hill, etc. Kate Blanchett, enfin tu dis, c'est quand même un très gros casting. Les films de Adam McKay en général. Hein. Ouais, voilà, mais c'est un très gros casting, mais c'est 75 millions de budget. Ah non, 110 millions de dollars. Donc tu dis quand même, c'est assez fou. Enfin, c'est. Et un film qui a beaucoup de VFX en plus, j'imagine. Ouais, voilà, dans le club, il y a beaucoup de VFX. Toi, tu l'as pas vu? Non. Dans le club, ça a beaucoup de VFX, etc. Ça a beaucoup d'acteurs stars. Donc tu dis, bon, allez, 110 millions, c'est pas non plus. Enfin, c'est beaucoup quand même pour ce genre de film en vrai. Mais allez, pourquoi pas. Là, quand même, 320 millions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de VFX, etc. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, c'est pas ce qui coûte le plus cher en fait dans un film, les VFX. Non. C'est ça qui est fou. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'équipe technique. C'est. Oui et non, c'est surtout les acteurs aujourd'hui, tu vois. Dans des films de cinéma. Non, mais en général, un tournage qui coûte le plus cher, c'est l'équipe technique, tu vois. Ah oui, ça bien sûr. En général, dans un tournage en France, en fait, globalement, c'est un tiers. C'est-à-dire que c'est un tiers les moyens mis pour le film. Donc, c'est-à-dire louer les caméras, les endroits, etc. Un tiers et les acteurs aussi, et les figurants, tout ça. Un tiers l'équipe technique. Et un tiers les charges sur tout ça. Globalement. C'est un peu ça. C'était évident que ça allait flop ce truc qui blanchit de l'argent quoi. Pour l'instant The Electric State n'est pas encore sorti, donc on peut pas juger à ce niveau là. J'en discutais avec un économiste du cinéma qui m'expliquait que pour 5 films produits par une major, seulement un seul arrivait à être rentable pour pouvoir rembourser les pertes accumulées par les autres. C'est un peu ce jeu qui est fait aussi d'ailleurs dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo la stratégie actuelle de plein de grands studios, c'est en fait de lancer plein de game as a service. Pensez à Overwatch par exemple, où c'est des jeux qui seront constamment mis à jour, etc. Pour garder une sorte de carotte. Et en fait, globalement, ils en lancent 10. Il y en a 9 qui foirent, mais il y en a un qui a un putain de succès. Et en fait, c'est un peu qui tout double, quoi. C'est-à-dire que The Electric State, ça peut être un film extrêmement prolifique, tout comme ça peut être un bide absolu. Mais en fait, le truc, moi, ce qui me questionne par rapport aussi au budget assez moindre de Don't Look Up, comparativement, sachant que Don't Look Up en plus aussi gros film de 2 heures, donc a priori il n'y a pas de raison non plus, tu vois, c'est de me dire mais je pense que en fait si les acteurs sont aussi cher payés pour tourner dans des films pas terribles, c'est aussi parce qu'ils tournent dans des films pas terribles
Et que du coup, bon, bah, forcément, tu fais bien raté. Et je pense que The Rock, par exemple, là, il tourne dans le Après, film d'un ils font vendre. Oui, bien sûr, mais The Rock, tu vois, dans le film le prochain film des frères Safdie, là, je pense que pour le coup, bah, ça a négocié son cachet pour que ça soit bien moindre que dans Red One. Tu vois. De toute façon, c'est bon, le mec a été, ouais, je sais plus actuellement, l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Il est, ouais. Bon, tu peux négocier un cachet un peu moins cher. Ah bah oui, voilà. Mais c'est pour ça que moi je me dis, en fait, il y a aussi un vrai truc, c'est que les acteurs sont complètement condamnés à tourner dans ce genre de film un peu pourri. Tu vois, genre il y a ce côté où les acteurs sont totalement, comment dire, ils sont à la merci finalement de ces films-là, et ils ont pas envie de tourner pour ça, et c'est pour ça qu'ils font miroiter des très très gros cachets, quoi. En plus, il y a des déclarations autour de Millie Bobby Brown, de la part d'autres actrices et d'autres acteurs qui sont en mode, de toute façon, elle aime pas le cinéma, etc. Tout ça, donc je pense que voilà, il y a des... En fait, il y a des projets très cyniques par certains, où en fait, ils sont en mode, je m'en fous, vous me faites tourner dans n'importe quoi, etc. Parce que je suis un nom assez bankable. D'ailleurs, ça rejoint aussi des déclarations récentes autour du fait que, je crois que c'est Maya Hawke qui disait, on ne m'a pas engagé sur certains projets parce que j'avais pas assez d'abonnés sur Instagram. Mais tu dis, mais c'est quoi cette manière de réfléchir aux acteurs, aux actrices, etc. Enfin, ça devient vraiment... En fait, ça fait ressortir les côtés vraiment très industriels de la chose, quoi. Oui. Donc, et surtout que, en plus, ce qui est en plus chiant d'un point de vue artistique, c'est que tu vois, là, ça adapte toujours des trucs qui sont en général mieux. Enfin, genre là, l'Electric State, plein de gens vont se dire, oui, bon, c'est de la merde, c'est quoi ce truc de merde? Alors que ça adapte une série de hardbook mi-roman. ouais. Et d'un artiste qui en vrai est vraiment cool, et en mode, il s'appelle Simon Stalnhag, l'auteur de du coup Electric Skate, ou aussi Tales from the Loop, qui pour le coup est une adaptation qui était chiadée, mais j'ai pas vu la série, donc voilà, Simon Stalnhag, Tales from the Loop, tout ça, c'est un truc qui est cool, tu vois, qui a de la gueule, mais bah ça vampirise ce genre de truc. Ouais, et qui a inspiré aussi beaucoup voilà, de tout ça, tu vois, enfin de tout ce qui est, de toute cette esthétique très créateur, que moi j'aime bien, tu vois, dans le côté... Mais ça c'est genre 2016-2015. Hein, oui, bien sûr, bien sûr, mais que moi j'aime bien, tu vois, enfin je trouve ça super cool, mais c'est juste, bon bah c'est... Ce qu'on voit là, tu vois, genre c'est... Alors désolé, mais l'esthétique Stalnhag, c'est pas non plus ce qu'on voit partout. Hein. Oui, bien sûr, mais tu sais, c'est une esthétique qu'on voit souvent parce que nous aussi, on traîne beaucoup sur Internet, tu vois. Donc, et c'est une esthétique qu'on n'a pas vue non plus énormément au cinéma, et donc, après, tu vois que c'est ça. Bon, ça, on passera, franchement, je sais même pas en vrai si je vais le mater parce que je le regarderai pas, mais en fait, c'est que tu vas avoir un film de... Il y aura peut-être des designs de robots un peu sympas, mais qui viennent de trucs original, et heureusement, mais c'est tout. Ça va pas te passer 2 heures un film comme ça, quoi. Oui. En plus, ils ont même pas la décence de durer 1h20, etc. Non, ça traîne la patte. Ah, c'est 2h08. Hein, plein d'axes narratifs de merde. C'est vraiment... Ah, mais pourquoi vous faites pas ça en 1h20? Vraiment. Vraiment. Mais elle a tourné dans un truc pas Netflix déjà dans Godzilla 2. Non, elle est productrice, Millie Bobby Brown, maintenant, pour les trucs Netflix. Je crois qu'elle produit Enola Holmes. Ouais, il me semble, ouais. Au moins le 2. Bon, en même temps, sa carrière se fonde sur Stranger Things, donc... Bah oui, en même temps... Elle est encore là dans la prochaine saison, j'imagine. Oh bah oui, bien sûr. Voilà. Inspiré vite des pieds, petit. Bah oui, mais surtout, enfin, c'est ce qu'on dit de... Ou de Soderbergh. C'est ce qu'on dit depuis très longtemps, d'ailleurs, par rapport à Netflix, hein, c'est que c'est un terreau qui est parfait pour des courts-métrages, et ils en font quasiment aucun, quoi. Ils ont fait vite fait les Wes Anderson, là, mais... Genre pareil, en termes de gestion de projet, qu'on aime ou pas Dupieux, c'est carré. Soderbergh, c'est carré. Après, c'est peut-être aidé parce qu'ils sont aussi à la post-prod et tout ça, mais je veux dire, c'est bien la preuve que tu peux être prolifique et diversifié et de bonne qualité, et aussi être rentable, parce que si c'est un argument chez certains, Dupieux est rentable. Ah bah oui. En même temps, forcément, ça coûte pas cher. Bah oui, et il fait à chaque fois 500 000 entrées parce qu'il a... Soderbergh, je sais pas combien a coûté. Il a son public de niche. Bah, je crois que Soderbergh, justement, ces films, en fait, ils ont tellement, tu sais, des budgets très... Enfin, ça dépend, quoi. Présence, ça a coûté beaucoup moins cher que The Insider. Oui, je pense Présence, oui. Présence, c'est que de l'acting et du jeu de caméra. T'as juste un Shikikem un peu nul à un moment et c'est tout. Oui. Mais voilà, mais en tout cas, bon, bah, c'est badant de voir... Encore une fois, tu vois, genre, tu peux financer 15 films qui, et encore une fois, Oppenheimer, et je pense aussi Everything Everywhere, prennent beaucoup du budget. Sinon, le reste, effectivement, c'est dans autour des 10 millions, quoi.
Et je pense Et il y a des très bons films dedans. Bon, il y a Coda, The Green Book, des films un peu osef type Spotlight, etc. Où t'es en mode bon, ok. Mais il y a des films qui sont excellents dans le lot, quoi. Parasite, c'est quand même un excellent film. Anora, c'est très bon. Moonlight, moi j'ai adoré. The Artist, c'est super. Enfin, c'est vraiment, c'est fou, quoi. Mais c'est aussi parce que, enfin, on l'a vite fait citer, mais c'est aussi parce qu'il y a la thune, mais il y a aussi le temps et juste, ouais, purement le taf de production, de gestion de projet pour laisser le temps aux VFX de se faire, aux artistes de travailler et en planifiant en amont, quoi. Oui. Et c'est ce que rappelle aussi le graphique de tout ça, c'est que chacun de ces films a son succès. Genre vraiment a son succès. Le film qui a le plus entre guillemets bidé, c'est Nomadland, mais Nomadland c'est limite un documentaire, ça a été fait avec 3 francs 6 sous. Après c'est Moonlight, mais Moonlight encore une fois, je crois que c'est un des premiers films produits par A24, ça devait avoir un budget ridicule. Et tout le reste, sinon, bah, c'est des gros succès, quoi. Et Fury War qui est assez bas, alors que pourtant c'est devenu un film culte aussi, enfin, voilà, quoi, c'est assez fou, enfin, tu vois qu'à chaque fois, c'est des gros succès. Et en fait, tu accumules tout ça, ça te fait des recettes qui ne seront jamais comparables aux recettes que pourrait avoir The Electric State s'il sortait en salle, ou même là, actuellement, avec Netflix, quoi. C'est-à-dire, je pense pas, enfin, je ne vois pas des gens s'abonner à Netflix pour regarder The Electric State. Hein. Non, c'est ça le truc, quoi. Puis aussi, bon, après, là, c'est le biais du survivant des films qu'on a dans la liste, tu vois, mais c'est des films qui restent plus en tête que Electric State. Enfin, je veux dire, Red One, Red Notice, ouais. Avant que tu les aies recités, je les avais complètement sortis de ma mémoire, leur existence. Alors que Moonlight, Birdman, 12 Years a Slave, Argo, tu t'en souviens, que t'aimes ou pas, que tu t'en souviens, que t'aimes ou pas, que tu trouves que c'est de la merde ou pas, c'est des films qui ne sont pas oubliés. Arguello, il citait aussi, pour aller au-delà de Netflix, les remakes, et puis on va en parler plus tard, les remakes live action de Disney. Ouais. Et là, en plus, c'est pareil. Là, en plus, j'aime bien parce que c'est un peu. Ces films marchent immensément au box-office, mais n'ont aucune persistance dans le temps. C'est des produits de consommation parce qu'en fait, c'est juste. Ah, bah, les gens. Puis ça gonfle Attention. Attends, laisse-moi finir. Ça gonfle les prix avec les gens qui vont voir leur famille, mais ils restent pas dans la tête. Ce que tu vas laisser dans la tête, c'est les dessins animés Roi Lion, pas le remake des Rois Lions. Attention, c'est le même argument autour d'Avatar. De quoi? Ce côté. Mais non, Avatar, ça se base pas sur des dessins animés qui remake. Oui, non, bien sûr, mais tu sais, il y a ce côté. Parce que le Roi Lion, tout le monde se souvient et tout le monde y va pour le dessin animé. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais oui, j'entends, tu vois, mais l'argument, enfin, c'est plus de dire attention, c'est pour ça que j'ai dit attention, j'ai dit c'est pas la même chose, etc. Mais attention, c'est un peu le même argument que les gens qui disent En Avatar fait, c'est super. Si, je vois ce que tu veux dire. Avatar c'est super, mais ça n'a pas d'impact culturel, etc. Attention quand même. Genre, je pense que ça a un impact culturel en vrai, les films de Roi Lion. Non, mais je pense que ça a un impact culturel. C'est le dessin animé Roi Lion qui a un impact culturel. Ça a un impact culturel, ça c'est sûr, tu vois. Mais personne se souvient du film Roi Lion de base. C'est en mode, ah oui, ouais, on l'a vu avec mes enfants, on a bien aimé. Et puis personne va le citer dans l'histoire du cinéma de ce truc-là, oui, à part que ça brasse. Oui, d'accord. Ah, oui, c'est ce que je te dis, c'est pour ça que je te dis que tu comprends pas ce que je te dis. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont le citer en mode oui, ça a été un gros succès. Enfin, ça a quand même été un gros succès. Il y a des gens qui en parlent, tu vois. C'est juste qu'ils sont moins dans les sphères qu'on côtoie, je pense aussi. Tu vois. Et non, c'est un produit de consommation. C'est comme les comédies françaises qui brassent plein d'argent. T'es en mode oui, bon bah. Ah bah après ça. C'est un produit qui a du succès, mais qui. Ça dépend, ça pareil encore une fois. C'est une édition limitée d'un Burger McDo. Les productions de comédie française, ça peut être aussi culte sur la fin, etc. Enfin, je sais pas. Hein. Voyons Live, un meilleur box-office quand même. Bah ouais, et pareil pour Aladdin live action. Aladdin live action, oui, moi je vois encore des gens. C'est ce que je dis. Des gens parler de l'actrice qu'il y a dedans, des acteurs, etc. Enfin, et en mode ah oui, moi je l'avais vu dans Aladdin, il était super, etc. Enfin, c'est. Je sais pas, je pense qu'il faut pas non plus se dire attention, ça a pas d'impact culturel juste parce qu'on le voit pas de nos yeux. Je le dis, ça n'a pas d'impact culturel, c'est juste un gros succès au box-office et l'impact culturel vient de son héritage, c'est-à-dire le Roi Lion de base, ça, c'est sûr. Aladdin de base, c'est ça. C'est sûr. C'est juste de le repomper et moi je le dis, ces films seront oubliés. Je le pense. À voir. Et là où je répète ce que tu dis avec Avatar, ça n'a rien à voir, c'est qu'Avatar, c'est des films originaux. Oui, pour le coup, c'est littéralement des films originaux. Ça a créé quelque chose, c'est pour ça que je suis pas d'accord aussi avec cet argument-là, mais
Parce que ça a vraiment créé quelque chose, etc. Ça vise un public jeune qui n'a pas internet pour s'exprimer, qui n'a pas un Bon, même intérêt quand ils pourront s'exprimer, internet. moi je suis persuadé de ça. Peut-être que j'ai tort, hein, mais moi je suis persuadé que. Moi je le dis, je l'assume. Pour Un moi, c'est des produits de tu mérites un consommation ban. qui n'auront aucune. Qu'est-ce qu'il a dit? L'héritage culturel de Avatar, c'est Pocahontas. Bah, ça s'appelle le colonialisme en fait. C'est S'inspirer du Avatar qui a inventé le colonialisme, colonialisme, hein, pour info, ça n'existait pas avant. Au moins, les grosses comédies financent le reste du cinéma quand ils utilisent des films Ah de oui, tu vois, plateforme. Bah, ça, c'est sûr. en fait, pour moi, parce que Ça, là, par moi, contre, ouais. parce que moi, je parle d'artistique, oui, ça a un impact financier, mais voilà, ce n'est que ça. Et c'est pour ça que c'est là ce que je dis, c'est que tu as des films, il y a un héritage qui se font dans l'histoire et dans le temps. Et au bout d'un moment, si on est fan de cinéma, c'est qu'on n'est pas qu'un rapport monétaire à ça, et que c'est pas parce que ça rapporte des milliards que ça a un intérêt historique, cinématographique. Non, mais je vois le voilà. truc. Je vois le truc en vrai. Mais après, ouais. Ouais. Non, mais oui, en vrai, je vois le truc en mode, effectivement. Après, c'est encore une fois, voir l'impact culturel de quelque chose, je trouve, c'est toujours, tu rentres dans des débats, des débats de chapelle où en fait, t'es là en mode, ça n'a pas d'impact culturel, et la personne qui te dit, non, si, ça en a un, et au bout d'un moment, je sais pas, tu te rends pas compte, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Bah, je sais pas, c'est comme si tu me disais Ant-Man 3, il y aura un impact culturel fort autant que. Parce que là, je te parle du Royaume de base versus le remake. Oui. Ah oui, c'est Enfin, c'est sûr, un peu oui, une dans cet consommation qui aspect-là. sera oubliée. Bah oui, c'est ce que Après, je te dis. les deux ont fait le milliard, je crois, hein. Enfin, les deux ont généré beaucoup Oui, mais tu en d'argent. as un qui va être sous. Mais oui. Tu en as un. Enfin, C'est bref, je vais sûr. pas me Et répéter. il y Tu en a comprends un, pas. c'est aussi parce qu'il y a eu des suites. L'autre, bah, il y a eu une suite, et sinon. Enfin, bref, c'est aussi des questions où c'est pas la même époque, etc. Donc bon. Est-ce qu'il y a un bon remake live CGI Ah, des je crois que films les d'animation? premiers, quand il y a David Lowery, il y a des gens qui préfèrent le Lowery au Disney de base, genre Elliot et Dragon, là, Peter Ouais. Elliott. Et Peter Pan. Après, Mais Peter Pan, maintenant, il est un peu c'est plus gaze. ça parce que. Alors, je sais plus, c'est qui avait fait une vidéo sur ça, mais je crois que c'est Écran Large, où c'est. Ah, il a pas Bah, fait le t'as meilleur, plein par contre. d'auteurs, genre t'as Chloé Zhao, Barry Jenkins, etc., qui sont censés être des auteurs identifiés et identifiables, qui se font compresser par la machine à tourner bah, de Disney. Enfin, Pas je veux dire, Chloé Zhao. Chloé Zhao, elle a fait un Marvel, mais elle a pas fait un live action. Par contre, c'était qui Oui, non, mais d'ailleurs? c'est ce que je te dis, c'est Oui, la oui. machine Disney, et finalement, bon, bah, t'as des films OSEF à la con. Donc c'était au début Disney, mais je crois qu'ils prenaient des auteurs et qui avaient un peu d'identité, mais je les ai pas vus, donc je dis des on-dit. Hein. Mais aujourd'hui, Oui. bon. Oui, c'est du début. Enfin, il y a ce côté. C'était Cendrillon aussi par Kenneth Branagh, je crois. Qui était pas mal. Le livre de la jungle était cool aussi. Enfin, tu sais, voilà, c'était pas mal. Oui, pourquoi pas.